On va donc évoquer cette médecine du futur. Docteur Valencien, vous êtes urologue, vous avez longtemps pratiqué, vous venez de publier un livre chez Gallimard, La médecine sans médecin, point d'interrogation, le numérique au service du patient. On va commencer par évoquer justement qu'est-ce que ça bouleverse pour le patient, cette révolution numérique. On a parlé de pas mal d'applications, mais là, revenons à des choses très concrètes pour le commun des mortels, pour les patients. Pour les patients, c'est l'appropriation maximale de sa maladie. Et pour les gens sains, la prise en charge maximale de la santé. Donc c'est une dépossession progressive des professionnels et ça ne se passe pas bien. Je viens de voir aux États-Unis que Johnson & Johnson avait mis au point un petit robot anesthésiste qui marchait très bien pour des cas où les malades, c'était pas des malades, c'était des bilans systématiques, des colonoscopies faites chez des hommes et des femmes de 50 ans sans risque majeur. Ça marchait très bien. Mais le lobby anesthésique américain s'est levé parce que le coût de la technique par le petit robot était de 150 € quand il est de $150 quand il est de $2000 pour l'anesthésiste. Et donc on a vu que Johnson & Johnson vient d'arrêter. Donc le progrès véritable qui permet d'améliorer, là, est en train d'être freiné par les professionnels. On retrouve ce qui s'était passé en 1812 avec les artisans du Lancashire qui avaient cassé à coups de masse les premiers métiers à tisser. Et c'est dramatique. On va mettre beaucoup de temps, beaucoup plus qu'on ne le croit. On va être dans des batailles énormes que les politiques ne mesurent pas parce que la machine va prendre la place en partie de ce que je fais. Demain, l'ordinateur, on y est presque, va fonctionner en termes de diagnostic. Je fonctionne par algorithme, comme un ordinateur, mais il ira chercher des données beaucoup plus rares. Deuxièmement, au point de vue de la thérapie, le cancer du rein, quand on regarde le génotype d'une tumeur, on peut dire telle ou telle technique va être utile. Ce n'est pas moi qui vais analyser 3 milliards de bases du génome. Donc c'est la machine qui va me dire, oui, dans ce cas-là, pour monsieur ou madame Attel, il faut faire ça. Et on va retrouver le malade de plus en plus confronté directement avec les instruments, le médecin devenant un conseiller, un bioconseiller qui sera là pour mettre en perspective, pour aider, sans agir directement. Docteur Cristofini, vous êtes à la fois médecin et vous travaillez chez Huawei après avoir travaillé chez Orange, donc vous êtes en charge de cette verticale santé chez cet opérateur télécom chinois. Quel est ce défi de l'adoption finalement de ces nouvelles technologies dont parlait le docteur Valencien pour votre ancienne ou votre actuelle, je ne sais plus, congrégation, si j'ose dire? Écoutez, je crois qu'il faut avoir un peu une vision globale. Ce qui est intéressant, c'est de comparer un petit peu. On avait une vision européenne, américaine, et puis quand on va regarder un peu du côté de l'Asie, on s'aperçoit quand même que les tendances de fond sont là. Il y a aussi des problèmes de vieillissement, il y a aussi des problèmes de maladies chroniques, il y a aussi tout ce que l'on observe dans l'environnement santé traditionnel. Alors je dirais simplement, il y a des approches. Alors l'approche e-santé est importante. Le patient est au milieu, il y a tout l'écosystème, mais il y a quand même des approches qui sont assez structurantes quand on compare. C'est que il y a eu un postulat de base qui a été posé par un certain nombre de pays émergents, qui a été de dire les nouvelles technologies sont au service, dès le départ, de la mise en place de notre système de santé. Ça, c'est un premier postulat qu'on n'a pas observé en Europe, où on a eu plein de structures qui se sont mises en place. C'est parti comme c'est parti, puis tout d'un coup, on a saupoudré les technos. Dans d'autres pays, c'est d'emblée, on met en place les nouvelles technos, et puis progressivement, on va développer des usages. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a, pour faire l'analyse, il y a des pays qui vont aller un petit peu plus vite, c'est certain, parce qu'ils ont disposé des nouvelles technologies. Ils sont peut-être partis de rien, mais ils ont mis d'emblée en place les nouvelles technos. Deuxièmement, et ça c'est un message qui est assez fort, c'est qu'ils se sont dit l'usage est clé, mais la technologie doit servir l'usage. Et ils ont des technos qui sont prêtes maintenant à servir les usages. Mais au départ, l'usage est clé. Et je dirais en troisième critère, des politiques qui laissent d'abord le modèle économique se développer et qui régulent après. Force est de constater en Europe que dès qu'on fait une étude de développement e-santé, au bout de 50 cas, il y a 10 administrations qui tombent, il faut certifier. Et donc les industriels, petit à petit, se disent où est le modèle économique et on s'en va. Dans les pays, d'autres pays, ça va aller beaucoup plus vite. Vous faites du mobile diabète sur 50 000 personnes. Déjà. Pourquoi ? Parce que vous avez le réseau unifié, vous aviez le cloud, vous avez la certification, et on laisse le modèle économique partir par le volume. Et une fois qu'il y a le volume, bien sûr qu'il y a des usages qui apparaissent, parce qu'on ne développe pas des technos sans qu'il y ait un usage. Et à ce moment-là, il y a une régulation. Donc vous voyez quelques différences,
Mais mon message clé, c'est l'usage pilote. Mais attention, on ne fait pas de e-santé si on ne marie pas l'usage, l'infrastructure et les réseaux. C'est un couple qui doit marcher ensemble. Voilà. Philippe Rollandin, vous êtes consultant pour les organisations autour de la santé pour s'adapter justement à ce fameux système de santé. Je renouvelle ma question. Le patient dans tout ça, quelle est l'évolution ? Alors c'est effectivement la bonne question. Et je répondrai un petit peu à la question qui a été posée tout à l'heure sur les données. La médecine qu'on nous a présentée ce soir est absolument formidable. Ça va permettre des progrès extraordinaires. Le caractère prédictif, le caractère personnalisé, ça va être absolument extraordinaire. Avec un petit ennui potentiel, c'est que cette médecine-là risque d'être fortement intrusive dans la vie privée et dans ce que je veux dire, l'humanisme. Je vais prendre juste quelques exemples, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le séquençage du génome, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une pratique tout à fait banalisée. Pour quelques centaines de dollars, vous pouvez avoir très facilement le séquençage de votre génome. Moi, je pense que dans les prochaines années, le séquençage du génome, il sera obligatoire et opposable. Autrement dit, il sera un élément structurant du rapport du patient au système de santé et réciproquement. Ça veut dire que le futur dossier médical, qu'on nous annonce d'ailleurs régulièrement, mais qui n'y est jamais, DMP. Il finira par arriver. Le DMP qui s'appelle aujourd'hui potentiellement un dossier médical personnel, deviendra le dossier médical prédictif. C'est-à-dire qu'il n'indiquera plus les pathologies antérieures que vous aurez eues, mais les pathologies que vous êtes susceptibles d'avoir dans l'avenir. Et par ailleurs, il y a toute cette notion de données que l'on a vu. Un intervenant parlait des capteurs qui permettent d'avoir plein d'informations sur le comportement, sur la vie de chacun, le nombre de pas qu'il faut faire, le battement du cœur, etc. Imaginez que toutes ces données tombent entre les mains, plus le génome évidemment, tombent entre les mains des assureurs santé. Et oui, vous souriez, donc vous avez bien compris le problème. Et ceci n'est pas de la fiction pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça commence à arriver. Aux États-Unis, il y a déjà des assureurs privés, ils sont tous privés là-bas, il y a déjà des assureurs qui proposent, je dis bien, à leurs clients de faire séquencer leur génome pour, disent les assureurs, permettre à vous, patients, à vous, clients d'une assurance, d'avoir un contrat adapté à vos besoins. Voilà. Vous avez bien compris aussi le problème. Et sans aller si loin qu'aux États-Unis, en France même, il y a un assureur santé, dont je ne dirai pas le nom, qui ne propose pas le séquençage du génome, parce que de toute façon, il n'aurait pas le droit de le faire, hein, mais il propose à ses clients, c'est un assureur privé, hein, c'est pas l'assurance maladie obligatoire, c'est un assureur privé, qui propose à ses clients de lui faire parvenir les données de santé recueillies par les fameux objets connectés que l'on connaît tous aujourd'hui, le nombre de pas, le rythme cardiaque, la tension, etc., etc. Et l'assureur, il est gentil, il dit à ses clients, si vous faites ça dans le cadre de votre contrat, nous, en retour, on est sympa, on vous donnera du coach santé, on vous donnera des conseils santé, on sera votre coach santé. Vous imaginez un peu, c'est l'assureur, en plus c'est un assureur assez important sur le marché, vous imaginez un petit peu lorsqu'il recevra des milliers de données de tous ses clients, la base qu'il pourra avoir et le problème évidemment de confidentialité. Tout à l'heure, il y a eu un échange entre un intervenant, pas vous, mais un intervenant et une personne dans la salle, et donc à propos de la restitution des données. C'est un point absolument essentiel. Les données, à qui elles appartiennent et surtout entre les mains de qui elles seront. Et c'est un vrai enjeu. Et comme le disait M. Johnson, c'est une réflexion profonde, sociétale, large, qu'il faut engager dans les meilleurs délais. Sinon, on va se faire déborder. Pour l'instant, alors certains disent, oh, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on a des lois, le génome, par exemple, on peut pas faire un séquençage de confort parce qu'on a envie de le faire, etc. Oui, mais je pense que ces éléments de protection, c'est un petit peu des châteaux de sable en face d'un tsunami qui nous arrive. Philippe Rollandin, on va en reparler bien sûr en conclusion, Emmanuel Hirsch, de ces questions d'éthique et de propriété des data. Docteur Valencien, la place du médecin, ce sera quoi finalement? Le couple patient-médecin. Aujourd'hui, dans un smartphone, on a tellement déjà aujourd'hui de data, de choses pour presque s'auto-diagnostiquer. Quel sera l'intérêt du médecin et est-ce que la population du personnel soignant doit évoluer, doit suivre certaines évolutions? Bien sûr, mais si vous voulez, plus ça va, plus les malades sont propriétaires de leur maladie, ils s'informent énormément et c'est tout à fait passionnant de voir comment font les associations. Elles nous apportent
fantastiquement. Moi, j'ai organisé une réunion où les malades étaient à la tribune et nous étions les médecins du service dans la salle. On a entendu 5 malades qui avaient eu un cancer de la prostate nous décliner tout leur parcours. On a appris en une après-midi des milliers de choses qui nous ont permis de modifier nos pratiques. Donc c'est essentiel, je dirais à la limite, et sans du tout faire de démagogie, les malades sont nos professeurs. Et donc c'est tout à fait utile de les avoir avec nous, plus que ça. Et moi je vais devenir ce que j'appelle le bion conseiller, parce que ayant l'expérience de centaines de malades, on sait très bien que malgré ce que vont faire les machines, les capteurs et autres, la personne qui est atteinte pour des raisons personnelles, familiales, socio-professionnelles, religieuses ou culturelles, il y a un moment, elle vient vous voir et elle vous dit « Et si c'était vous, docteur ?» Et vous lui répondez comme si moi, je ferais. Et c'est ça la relation humaine, et c'est ça la force de l'empathie et de la relation humaniste qu'on conservera, qu'on va même augmenter sous l'effet des technologies qui pourraient déshumaniser la relation médecin-malade. Au contraire, débarrassons-nous de la technologie, elle sera faite par d'autres. Le chirurgien que je suis va disparaître peu à peu. On aura des ingénieurs opérateurs formés sur des aires anatomiques données, avec des robots donnés. Et moi, je vais de moins en moins faire de la chirurgie. Il restera la traumatologie, les accidents graves. On a vu ce qui s'est passé récemment. Des choses comme ça où on ne peut pas modéliser véritablement. Mais des pans entiers de l'action médicale vont disparaître. Et dernier point, on n'en a pas parlé, mais au point de vue de la protection sociale, les malades vont avoir un rôle de plus en plus important. Vous allez voir des communautés planétaires qui vont s'organiser pour se payer leurs propres risques, compte tenu notamment de la détection et du séquençage. Donc ceux qui sont à haut risque de diabète, il y a 300 millions de diabétiques dans le monde. Vous demandez 1 euro, vous faites du crowdfunding, 1 euro par mois, 12 euros par an, vous levez 3,5 milliards d'euros le budget du CNRS pour votre maladie. On va vers la charité égoïste, ce que j'appelle. C'est le Téléthon multiplié par 10 000, par 100 000, par 1 million. Il y a 1 milliard d'hypertendus dans le monde. Vous pouvez lever 10 milliards comme ça. Vous aurez donc probablement des communautés de patients qui vont se dire « Moi, je suis à risque de ça. Je me paye ce risque-là parce que je n'ai pas envie de l'avoir et je vais acheter les meilleurs chercheurs et monter, pour moi, les meilleurs centres. » C'est un risque, il faut en prendre compte. Et ça va. On voit bien que la protection sociale à la française, où je cotise selon mes moyens et je reçois mes besoins, va exploser sous la pression de ces événements. Comment est-ce que les... Oui. Juste un point pour rebondir sur ce dernier point. Le complément à la médecine personnalisée, ça risque, comme le disait le docteur Valencien, ça risque d'être l'assurance personnalisée, avec tous les impacts sociaux que ça peut avoir. Docteur Cristofini, comment est-ce qu'un industriel comme Huawei anticipe ces grandes mutations, ce crowdfunding? Est-ce que vous anticipez justement les axes, les champs d'innovation pour certaines thérapies plutôt que d'autres? Vous avez un objectif de rentabilité quand même. Alors, on est un industriel, c'est clair. Mais nous, le défi, c'est de se dire, bon, il va falloir gérer une quantité de données absolument astronomique venant de la santé. D'ailleurs, moi, j'appelle ça le Big Bang. Hein. B pour biotech, A pour nanotech, N pour nouvelles technologies et G pour génomique. Quand vous pensez à tout ça, dites-vous que les quantités de données qui vont arriver, qui vont circuler, vont être monstrueuses. Mais donc, on est conscient qu'il y a des choses. On travaille avec les séquenceurs génomiques pour améliorer leur puissance sur les serveurs, pour aller plus vite dans le stockage, pour analyser plus vite. Mais le vrai enjeu, c'est j'ai une tonne de données qui arrivent, elles vont être stockées, hébergées, transportées sur des plateformes. Mais il y a quand même des enjeux. Par exemple, est-ce que les données sont cohérentes? D'un côté, j'ai des données de télémédecine sur les maladies chroniques. Puis dans 5 ans, je vais avoir des données de génomique qui arrivent. Puis dans 3 autres années, je vais avoir des données d'Internet des objets, des seniors, sur des programmes de prévention qui vont arriver. Toutes ces données se trouvent sur des plateformes, mais il y a quand même des challenges. C'est qu'on n'est pas sûr que le big data ou les méga données, ce ne soit pas un big garbage et que finalement on ait des tonnes de données qu'on ne sache pas bien traiter. Ça, c'est un vrai enjeu technologique. Donc, on y réfléchit et des industriels ne peuvent pas le faire sans les mathématiciens, sans les algorithmes, sans les traitements, sans les logiciels. Donc, vous voyez, il y a quand même des challenges qui peuvent un peu rassurer. Par contre, l'enjeu, on met le patient au cœur du système, oui. Est-ce que le patient sait tout ? Est-ce que le patient est bien informé? Est-ce que le patient sait où vont ses données, où elles sont stockées, où elles sont répliquées? Quand vous jouez sur les applications des téléphones mobiles, où sont vos données? Est-ce que les gens savent? Alors culturellement, il peut y avoir des approches différentes selon les pays et les plaques, hein, mais le vrai enjeu, c'est la technologie va très vite, l'innovation va très vite, et
et la régulation court après. Ça, c'est quand même un constat qui est assez fort. Donc nous, en tant qu'industriels, très clairement, on est là pour connecter des gens, favoriser une innovation, essayer de créer de la valeur pour les professionnels de santé, les patients et puis ceux qui financent. Maintenant, voilà, vous savez que la science a horreur du vide. Donc tant qu'il y a des vides, ça arrive très très vite. Voilà, donc pensez un peu à la régulation. Mais je peux quand même vous rassurer, la donnée, c'est un enjeu clair. Mais qu'est-ce qu'on va raconter autour de la donnée si on n'est pas capable d'avoir ce qu'on appelle une donnée smart, bien ciblée et bien intelligente? Il y a quand même des enjeux technologiques forts encore qui ne sont pas résolus. J'ai une question spécifique à Huawei quand même, cet opérateur chinois de télécom énorme. On parle de plus en plus dans l'industrie du télécom au congrès de Barcelone de e-santé. Huawei fait des devices, Huawei fait les réseaux, Huawei transporte les données. Vous allez aller jusqu'où? Quels sont les grands axes de développement? Pour l'instant, je crois qu'on est déjà à essayer. Alors, on a des plaques différentes. On a des positions en Europe qui peuvent pas être la vitesse à laquelle ça se développe en Chine, où on est sur des volumes beaucoup plus importants et présents depuis des années. Je crois que la volonté affirmée, on se définit comme un facilitateur de connexion. On essaye de connecter les différents individus. Donc, dans la santé, ce sera un professionnel de santé, un patient, un financeur, un assureur. L'idée, c'est de faciliter la connexion. Après, très clairement, vous avez bien compris, nous, on est quand même persuadés que sur le fond, les vrais enjeux, ce seront l'exploitation de la donnée, comment elle sera emportée, comment elle sera stockée. Donc, c'est bien un enjeu de big data et de cloud sur le fond. On en est persuadé. Et ça, ce sera à très large échelle. Après, on est confronté à un marché avec des législations différentes, des approches culturelles différentes. Et donc, on doit s'adapter. On regarde le marché très clairement de l'Internet des objets comme un marché à très, très fort potentiel. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les réseaux, est-ce que les infrastructures vont supporter tout ça? Ce sont des vrais challenges. La 5G arrive dans la quelques 5G, années. on l'a déjà dans nos labos. 4.5. La 4G, on a déjà plus d'un tiers des trucs. Oui, on travaille beaucoup parce qu'on se dit que clairement, les problématiques de réseau, de débit, d'accès à l'information sont des problèmes clés. Au G9+, on est une association d'anciens, de diplômés plutôt qu'anciens de grandes écoles. Professeur Valencien, est-ce que dans les universités de médecine aujourd'hui en France, on parle de ces sujets? Est-ce qu'il y a des cours sur le digital? Est-ce qu'on explique ce que c'est que le big data? Et est-ce que cette jeune génération est plutôt encline à adopter ces changements? La jeune génération, elle pianote avec les 2 pouces sur son smart, donc là je ne suis pas inquiet, mais les universités sont extrêmement en retard. Nous formons les étudiants à la mode du 19e. Et c'est dramatique, parce que nous n'avons aucune formation sur la psychologie, sur l'empathie, sur l'économie véritable de ce que ça va entraîner. On reste sur l'anatomie pure et dure, sur la biologie pure et dure. Il y a là une véritable révolution à faire. Les doyens commencent à en être conscients, mais les choses vont lentement dans ce pays. Je ne dirai pas plus, mais c'est assez dramatique de voir qu'on va mettre encore sur le marché des jeunes qui n'auront pas été formés, d'abord à cette relation humaine qui va être de plus en plus prégnante. Les objets vont faire le travail, mais nous aurons, nous, à être en relation avec ceux qui souffrent. Il n'y a rien à faire, ça va être de plus en plus fort. Et si on a des gamins qui sont sélectionnés par le bac S, mention très bien, je ne pense pas qu'on soit en majorité avec des gens qui ont une capacité de relation exceptionnelle. Il est dommage, moi j'ai fait philo et je pense qu'on devrait sélectionner, quelle que soit la filière du bac, les meilleurs et les meilleuses, puisqu'aujourd'hui, ce sont des filles à 70%. Mais c'est essentiel si on veut garder le rôle du médecin, qui est le rôle de conseiller, de bioconseiller, le coach. Quand vous êtes paumé, vous avez besoin de quelqu'un qui vous parle, qui vous prenne la main, qui vous aide, qui vous remette en situation par rapport à votre famille, à tout votre environnement. Et ça, le robot ne saura pas le faire. Il n'en est pas capable et ce n'est pas son rôle. Donc on va garder ça, mais je me détacherai de ce qui fait aujourd'hui qu'on me reconnaît comme étant un technicien. Ben non, je ne veux plus être un technicien. Je ne veux plus être ça. Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est la relation humaine. C'est pour ça que je prête le serment d'Hippocrate. C'est la vraie valeur du médecin, qui sera donc en gros énorme au point de vue qualitatif, parce que ça veut dire que je pourrai déroger aux règles. Car nous allons être de plus en plus bordés depuis Bruxelles, le ministère, les agences régionales de santé. Nous allons appliquer des normes et des règles établies. Ça, il n'y a pas besoin d'être médecin, on peut passer ça à des corps intermédiaires. En revanche, dans certains cas, nous avons des malades qui ne rentrent pas dans ce moule. Et c'est là où mon rôle de médecin est de transgresser les règles.
pour répondre à une demande unique de la personne qui est en face de soi. C'est le plus beau des rôles et je souhaite que plein de jeunes s'y engagent. Philippe Rollandin. Je voudrais ajouter un mot à ce que vient de dire Guy Valencien. Vous avez noté ce qu'il vous a dit? On est en train aujourd'hui de former à la médecine du 19e siècle des gens, demain, des médecins de demain, qui devront faire cette médecine du 21e siècle. Donc bon, potentiellement, ils n'en sont pas capables. Alors qui fera cette médecine? Vous, enfin quand je dis vous, les mathématiciens, les informaticiens, je ne suis pas certain que ce soit une bonne évolution. Malgré tout le respect que j'ai pour les mathématiciens et les informaticiens.